Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité de la République démocratique du Congo, Politis. L'actualité congolaise est particulièrement chargée. D'abord, nous reviendrons sur la pétition et la démission de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale, un événement majeur qui rabat le carte de pouvoir au sein de la majorité présidentielle et majorité parlementaire. Ensuite, la question de son remplacement, qui pour lui succéder, avec quelles conséquences sur l'équilibre politique en République démocratique du Congo mais également sur le plan diplomatique, la main tendue du président Félix Tshisekedi à Paul Kagame continue de susciter des débats passionnés entre espoir de paix et méfiance populaire. Et enfin, sur le front de l'opposition, les retours en scène de Joseph Kabila à travers une réunion stratégique avec plusieurs leaders politiques sous le label Sauvons la République démocratique du Congo pour parler de ces sujets décryptés. Tous ces sujets brûlants, nous recevons pour vous ce soir M. Michel Kassanga. Il est journaliste politique et parlementaire, directeur de production de Canal Futur, mais également directeur général de médias en ligne au cœur du Parlement.net. Avec lui, nous reviendrons sur les enjeux, les coulisses et les implications de ces événements qui redessinent le paysage politique congolais. Monsieur Michel, qui est déjà avec nous sur les ovations du public. Monsieur Michel. Merci. Merci, bonjour, bienvenue dans Politis. Merci, cher Gaston, merci pour cette invitation. C'est une première et je suis très heureux d'être à Bravo Télévision. Je salue également les téléspectateurs de cette grande émission Politis et j'espère que nous allons répondre aux attentes de cette population qui a besoin des analyses, surtout les analyses objectives, mais aussi d'une très bonne décryptage de la situation politique et surtout sur le plan de l'actualité qui fait couler encre et salive. Merci beaucoup, prenez place. Merci. D'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, comment allez-vous? Nous tenons au rythme de la République démocratique du Congo. Chaque jour, on se réveille avec une nouvelle actualité, on dort avec une autre. Mais l'essentiel, c'est que nous faisons de notre mieux en tant que citoyens de ces pays, en tant que journalistes, en tant que Congolais, de faire de notre mieux afin de participer, tant soit peu, à ce que le pays émerge, à ce que le pays se développe et à ce que la situation qui traverse le pays aujourd'hui soit revue et que la population, surtout celle de l'Est de la République démocratique du Congo, recouvre la paix et la paix durable. Voilà, on va commencer directement au niveau de l'Assemblée nationale. On va revenir quelques semaines avant. Il y a eu une pétition qui a été initiée contre quelques membres du bureau, principalement Vital Kamerhe. Et après, c'est là, il avait démissionné. C'était quoi votre lecture? Bon, comme nous l'avons tous constaté, un groupe de députés qu'on appelle pétitionnaires se sont érigés en porte-faux contre quelques membres du bureau, notamment le président de l'Assemblée nationale, le président honoraire, Vital Kamerhe, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, les rapporteurs adjoints, ainsi que la questeur de l'Assemblée nationale. Alors, à la suite des événements, une commission temporaire a été mise en place pour essayer d'étudier les griefs qui étaient reprochés à ces membres du bureau de l'Assemblée nationale. Parmi ces griefs, nous avons noté... On a plus parlé de l'incompétence. On a parlé de l'incompétence dans les chefs du Beaucoup président. de griefs dans le chef du président. Dans le chef du président, on a parlé de l'incompétence dans le chef du rapporteur, le professeur Jacques Joly. On a parlé de la gestion de Madame la questeur ainsi que du président. Mais la lecture, parce que vous avez demandé ma lecture, la lecture c'est que aujourd'hui, cette situation nous amène où? Parce que nous avons semblé oublier des priorités. Les priorités de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que une bonne partie des députés, pour la plupart, selon nos sources, pour la plupart manipulés par certaines mains
se sont dirigés en porte-à-faux contre leur président, contre leur bureau. Je ne peux pas vous demander si c'était une main noire ou déjà c'est une main noire ou en blanche. politique, il y a toujours de main noire. En politique, lorsque vous êtes face à des situations comme ça, pensez toujours à les dessous des cartes. Alors, parmi ces dessous des cartes, je crois que c'est d'abord au sein même de la famille politique, de la majorité présidentielle qu'on appelle l'union sacrée. La famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, où depuis que cette famille politique est en place, nous assistons toujours à de pesantères politiques et à des bagarres, donc la guerre du palais comme on l'a toujours dit. C'est-à-dire, chacun veut se repositionner, chacun veut faire valoir sa force politique au sein de cette famille politique. Alors, la vraie question que nous nous posons, c'est que, est-ce que ces politiciens qui font partie de la famille politique du président de la République ont le temps de bien analyser la situation du pays et de bien analyser les priorités du pays face à ce que le peuple congolais attend d'eux? Nous avons comme l'impression que non. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la situation que traverse la population congolaise est une situation catastrophique. Surtout cette population qui vit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que notre priorité était faire tomber le bureau de l'Assemblée nationale alors que nous sommes à l'entame d'une session pratiquement budgétaire? Est-ce que c'était ça notre priorité? Mais comment expliquez-vous que les députés avaient déjà validé le rapport de la session de mars? Là, il n'y avait pas de grève contre Vital Kamerhe. C'est ça le paradoxe. En fait, c'est ça le paradoxe. Lorsque vous êtes en face de ces députés pétitionnaires, vous leur posez la question, qu'est-ce que vous reprochez au bureau Vital Kamerhe? On nous a parlé de l'incompétence, on nous a parlé de tous ces griefs qu'ils ont mis sur la table. Mais quand vous revenez, vous interrogez aussi d'autres députés qui n'étaient pas d'accord avec cette démarche. Vous les questionnez, ils vous répondent que mais nous sommes nous-mêmes en train, en fait, de montrer à cette population que nous ne méritons pas les représenter dans cette assemblée. Pourquoi? Parce que à la fin de la session de mars, nous-mêmes, nous avons validé les rapports de la gestion budgétaire du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons validé les rapports de la session de mars, tout ce qu'il y a eu, tout ce qui n'a pas eu. Et ce qui n'a pas été fait a été reconduit pour être ramené à la session de septembre. Après avoir vidé les questions budgétaires, on pouvait revenir sur les questions, par exemple, des contrôles parlementaires, les enquêtes parlementaires, ainsi de suite. Mais comment, à l'entame d'une session budgétaire, pratiquement budgétaire, une bonne partie des députés s'élèvent pour faire tomber le bureau Vital Kamerhe? Les observateurs, les analystes, les politiques ont compris qu'il y a de mains noires. Peut-être que c'est la personne de Vital Kamerhe qui était visée, parce que nous avons vu qu'après la démission de Vital Kamerhe et après la démission de la rapporteure on va y revenir, mais avant cela, il y avait certaines langues qui pensaient que Vital Kamerhe semblerait qu'il était en connivence avec la fondation Thabo Mbeki, séjourné en Afrique du Sud. Après tout ça, on a vu Thabo Mbeki, la fondation, convoquer quelques... Des spéculations. Vous savez, Jacques Gaston, aujourd'hui, nous faisons face, dans notre classe politique, même dans la société, est-ce que vous savez que la spéculation ou les spéculations aujourd'hui ont pris même la place de la bonne information? Exactement. Les rumeurs sont devenues informations et l'information est devenue rumeur. Mais c'est trop grave si de rumeurs et de désinformation, ça arrive jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale. C'est dans cette société où nous vivons aujourd'hui. Et c'est cette société que nos enfants sont en train de grandir parce que après la session de mars, vous savez que chaque député est autorisé à se rendre en vacances parlementaires. Même si le président était arrivé en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui prouve ou quels sont les signaux qui ont concouru pour qu'on décide ou qu'on
qu'on se dise qu'il était en connivence avec la fondation Thabo Mbeki, où il était allé répondre à l'invitation de cette fondation-là qui voulait bien réunir les opposants. Les opposants et quelques personnalités politiques. Pas seulement les opposants, parce que cette fondation-là avait envoyé des invitations. Exactement. Même au gouvernement, même au membre du Exactement. gouvernement. Et donc, le gouvernement a décliné l'invitation, le président de l'Assemblée nationale n'était même pas intéressé, oui. Les opposants sont allés répondre. Mais bon, autour de toutes ces questions, il y a toujours, quand on cherche, quand nous sommes dans une classe politique où on a besoin de ta tête, tôt ou tard, on l'aura, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit sur le bon plan ou, je ne sais pas, par connivence ou par supercherie, c'est ce qui est peut-être arrivé au niveau de l'Assemblée nationale. On ne saura pas les dire exactement, mais le peuple a vécu, la population qui a mandaté ces députés au niveau de l'Assemblée nationale pour que ces derniers fassent les travaux pour lesquels, ou pour que ces derniers répondent à leur mission constitutionnelle et légale, est en train de constater que parfois leurs élus sont en train de passer à côté de la plaque parce qu'ils sont en train de reléguer les priorités de cette population qui les a mandatés pour des futilités. Voyant que les carottes étaient déjà cuites, Vital Kamerhe avait pris l'option de démissionner parce que ça se disait déjà que une fois que le rapport sera déposé je ne crois pas que les carottes ont été cuites. Mais pourquoi il a démissionné? Vital Kamerhe a seulement musé de sa grandeur, qu'on l'a toujours rêvé. Il a évité l'humiliation. Humiliation, pas humiliation, est-ce qu'il devait y avoir humiliation? Si votre démarche est parlementaire. Parce que nous ne devons pas aussi nous détourner du vrai débat. Oui. Une pétition, c'est une démarche parlementaire. Les députés ont droit de réunir des signatures et déposer une pétition contre un membre du bureau lorsqu'ils ne sont pas d'accord, par exemple, avec sa gestion ou sa façon de faire. Ça, c'est une démarche parlementaire et reconnue par nos lois et par la Constitution de la République démocratique du Congo. Oui. Maintenant, la démarche des députés était une démarche parlementaire, oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas des dessous des cartes? C'est là où se posent des questions. Vital Kamerhe a présenté devant la commission tous ses moyens de défense. Comme il l'a toujours fait, vous savez, il nous a déjà habitués à son style pièce contre pièce. Oui. Il a amené tout ce qu'on lui avait demandé pour justifier tout ce qu'on lui reprochait. Mais bien sûr, à la veille de ces rapports-là, sûrement, l'homme s'est rendu compte que quel que soit tout ce que je pourrais dire devant cette plénière, la messe était dite. La messe a été dite. Mais je vais partir par la grande porte, comme je suis entré par la grande porte. Il a réédité ce qu'il avait fait en 2009. Il a déposé sa démission devant la plénière, comme c'est la plénière qu'il avait voté, qu'il avait choisi comme président de ces bureaux-là. Il a choisi de le faire devant la plénière, tout en prononçant un discours. Il a demandé aux uns et aux autres de privilégier les intérêts de la nation. Il a demandé aux uns et aux autres, à tous les députés, d'apporter leur soutien au prochain président qui sera élu à la tête du bureau de l'Assemblée nationale. Il a prodigué des conseils aux jeunes parlementaires, les incitant à vouloir entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo sur le bon chemin et non par des calculs politiciens et politiques. Voilà, c'est tout ce qu'on peut retenir de ces grands hommes. Moi, je préfère bien retenir cela de Vital Kamerhe. Il continuera à nous surprendre et il nous a encore surpris par cet acte de grandeur et de bravoure. On a vu après sa démission, la commission avait rejeté les griefs qui ont été retenus à l'encontre de 3 autres membres du bureau. Donc on peut conclure que Vital Kamerhe, c'était une personnalité qui a été visée. C'est ce que la population congolaise a compris. Alors nous, étant donné qu'on est en train d'analyser, la population congolaise a conclu que la personne qui était visée, c'était Vital Kamerhe. Étant donné que Vital Kamerhe a démissionné, alors pourquoi les autres devraient tomber? Alors c'était une pétition de mascarade. Alors c'est comme ça que lorsqu'on parle des dessous des cartes, lorsqu'on parle d'une main noire, alors c'est un point de vue qui commence à prendre corps. Parce qu'après la démission de Vital Kamerhe, tous avons vu, avons
assisté à ce qui s'est passé après. Les députés ont crié. Vous avez vu la manière dont la plénière a été tenue. Vous avez vu la manière dont eux-mêmes, le pétitionnaire était en train de crier. C'était une plénière catastrophique. Mais avant cette plénière-là, on a vu les pétitionnaires, ils étaient réunis quelque part. Il semblerait qu'il y avait un mot d'ordre. Si Vital Kamerhe arrivait à démissionner, les 3 autres devaient être sauvés. La etc. vérité... Après les constats, on a tous vu qu'après la démission, les 3 autres étaient restés. La vérité aujourd'hui, cher Gaston, c'est que même les pétitionnaires se rendent compte qu'ils ont été roulés. Comment ça? Ouais. Comment ça? Passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Depuis que Vital Kamerhe a démissionné. Depuis qu'il y a eu cette plénière-là pour rétablir les autres membres du bureau qui étaient aussi visés par les pétitions. Vous avez déjà entendu parler d'une autre plénière? Non. La dernière qui a... La conférence de président, la dernière... c'est passé le lundi. Lundi, il y avait conférence de président. Il devait y avoir plénière mardi, mais la plénière a été reportée. Pourquoi? Parce qu'il y a grogne au niveau de l'Assemblée nationale. Pas du tout. Il y a grogne. La communication de l'Assemblée nationale établissait que le mercredi, il devait y avoir, les jours qui suivaient normalement, il devait y avoir la rentrée judiciaire. Question protocolaire. Est-ce que c'est par question protocolaire? Je crois que non. Parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale aujourd'hui, il y a une grogne. Intéressez-vous à ce qui se passe au niveau de l'administration de l'Assemblée nationale. Vous allez vous rendre compte que lorsque... Mais ça n'a pas commencé non, lorsque Vital Kamerhe était président. Les administratifs, le personnel administratif avait présenté un cahier de charges au bureau de l'Assemblée nationale lorsque Vital Kamerhe était encore président de l'Assemblée nationale pour revendiquer quelques droits. Et Vital Kamerhe leur avait promis, il avait pris en charge leur cahier des charges, permettait la tautologie, et avait promis qu'il allait s'y pencher. Ensemble, bien sûr, avec tous les autres membres du bureau. Et le travail a été fait au niveau du gouvernement, au niveau du président de la République, pour qu'on essaie de revoir les conditions de vie des administratifs de l'Assemblée nationale. Et à la veille du départ, bien sûr, de Vital Kamerhe, une solution avait été trouvée. Et aujourd'hui, ces administratifs-là sont en train de réclamer la solution qui avait été trouvée pour eux. Et donc, la multiplication de leurs primes, salaires, parce que nous n'allons pas nous valer la face. Les députés ont fait tomber Vital Kamerhe, disant qu'il ne se bat pas suffisamment pour leurs intérêts. Notamment les émoluments exorbitants comme les législatures passées, les soins de santé, comme eux-mêmes l'ont dit, les palissades, comme c'était... Ils réclamaient aussi les palissades. Oui, ils réclament, bon, pas palissades comme telles, mais véhicules. Véhicules, bien sûr, tout ça, ça fait partie de ce qu'ils étaient en train de réclamer au bureau Kamerhe. Donc la lutte était pour leur propre intérêt, et non pour l'intérêt de la population. En premier lieu, c'était pour leur propre intérêt. Posez la question, quel est l'intérêt de la population qui a fait tomber Vital Kamerhe? Je me permets de poser cette question à un député qui peut bien vouloir nous répondre. Quel est l'intérêt de la population qui a fait que Vital Kamerhe tombe? On va chercher ces pétitionnaires-là, ils vont répondre à votre question. Quel est l'intérêt de la population? Ils vont répondre à votre question. Mais allez-y voir si les émoluments des députés n'ont pas augmenté. Allez-y voir. Mais c'est pas la promesse. Et c'était pas la promesse de Vital Kamerhe. Si on gratte un peu les choses. Lorsque Vital Kamerhe est élu président du bureau de l'Assemblée nationale, bien sûr, c'était sur base d'une campagne et sur base de quelques promesses aux députés. Il leur a promis, en premier lieu, d'abord, de redonner aux députés leur dignité. Parce que dans ces pays, nous avons vu que le député pouvait être interpellé comme un citoyen lambda. Alors que les lois de la République, alors que la Constitution de la République donne aux députés nationaux certains privilèges que tout le monde n'a pas. Mais cela a été en train d'être piétiné. Et parmi les promesses de Vital Kamerhe, il y a cette promesse-là, de redonner aux députés ces privilèges. Et bien sûr, parmi ces privilèges, il y a aussi ces conditions de vie, bien sûr. Ça, je vous les concède. Mais vous savez, la situation de la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo
a chamboulé beaucoup de choses, sur tous les plans. Pas seulement sur le plan gouvernemental, pas seulement sur le plan économique, pas seulement sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan parlementaire. Tous avons applaudi ici la réduction du train de vue des institutions. Oui. Mais lorsque on réduit les trains de vue des institutions, En commençant par la présidence. en commençant par la présidence, l'Assemblée nationale, les Sénats et la primature, Les pétitionnaires n'avaient pas compris cela. on note tout de suite Vital Kamerhe. Mais pourquoi on n'a pas doigté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Parce que même au niveau de la présidence, on a réduit les On trains a de vue. réduit. Même au niveau de la primature, pourquoi on n'a pas doigté la première ministre, Madame Judith Suminwa? Pourquoi on n'a pas tout de suite pensé à Samalou Koné, le président du Sénat? Mais là-bas, mais là-bas aussi, au Sénat, il faudrait souligner qu'il y avait quelque chose qui était en train de se tramer derrière, mais il y a eu de la calmie. Non, mais c'était une diversion. Une diversion. C'était une diversion parce que la personne qui était visée, c'était Vital Kamerhe. Pourquoi? Est-ce que c'était parce que Vital Kamerhe a accédé à ce que tout le monde attendait, la réduction des temps de vie des institutions? Et le budget ou la dotation de l'Assemblée nationale avait été revue jusqu'à 60%. Donc sur les 100%, l'Assemblée nationale percevait que les 60% de ces 100% pour répondre à cette obligation qui nous était imposée par la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et les députés, lorsqu'on réduit la dotation de l'Assemblée nationale, tout entre en ligne des comptes, les émoluments des députés, quelques avantages des députés, quelques avantages des administratifs, tout est touché parce que vous n'avez pas le même budget que ce que vous aviez géré dans les législatures passées. Est-ce que les députés, quand ils ont voté à la fin de la session de mars, les rapports financiers de l'Assemblée nationale, Qu'ils avaient validé. ont-ils vu ces paramètres-là dans ces rapports-là, oui ou non? Ils avaient même validé ça. Ils ont même validé. Mais après, ils reviennent à charge pour dire non, moi je ne comprends pas, on ne connaît même pas les salaires du président de l'Assemblée nationale. Mais on leur a posé la question, allez poser la question à celle qui élabore le projet de loi de finances. C'est là-dedans où on retrouve les rémunérations, en commençant par le président de la République jusqu'au dernier fonctionnaire. Et donc, vous comprendrez, cher Gaston, que ce qui s'est passé, pétition, démission Vital Kamerhe, bien que c'est déjà passé, mais ça fait partie ça ne fait pas partie de l'élégance politique. Parce que lorsque vous faites partie de la même famille politique, de la même majorité présidentielle, il y a des actes où, avant de les poser, vous devez d'abord, en tant que famille, en tant que fils et fille d'une même famille, en parler au sein de votre propre famille, élever les options. Avant de quitter ces chapitres, on revient à la case du départ. On a vu le président Vital Kamerhe avec le président Félix Tshisekedi à Nairobi. Ils avaient signé eux deux. Nairobi. Oui. Il y avait cash. Là, il n'y avait même pas les pétitionnaires. Aujourd'hui, il n'y avait pas FCC. Ils se sont battus. Ils ont eu le pouvoir. Aujourd'hui, Vital Kamerhe, on rappelle un peu le procès 100 jours. Il est passé par tout ça, procès 100 jours. Aujourd'hui, démission au niveau de l'Assemblée nationale. Je rappelle que vous n'êtes pas venu ici pour le compte de l'INC. Vous êtes en train d'analyser la situation en République démocratique du Congo. La question que moi je me pose, Vital Kamerhe, dans sa peau, il s'est reconnu encore qu'ils ont battu campagne ensemble avec le président de la République. Est-ce qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe n'est pas trahi ou délaissé par le président de la République, Félix Tshisekedi? À cette question, je suis sûr que nos téléspectateurs et cette population congolaise qui est en train de nous suivre, chacun tentera sûrement à apporter la réponse selon son analyse. Mais vous, quelle est votre analyse? En ce qui me concerne, moi, Kamerhe reste pacifiste. Parce que face à toute cette situation que vous-même vous venez d'évoquer, s'il ne s'agissait pas d'un homme comme Vital Kamerhe, je crois que nous serons en train de parler de notre langage. Je vais prendre un simple exemple. Allez-y. Regardez aujourd'hui les Congolais qui se retrouvent
rebelles à l'est de la République démocratique. On va en parler. C'est congolais. Pour la plupart, c'est à cause de frustration. Pour la plupart, c'est à cause de frustration. Les uns réclament leur carré minier à vie. Les uns réclament les avantages. Les avantages. Les autres réclament, ils disent ils ont été muselés, ils n'ont pas le droit à la parole, on traque leurs familles, leurs amis, leurs proches. C'est ce que ces derniers réclament, pour la plupart. Et juste parce qu'ils ont été frustrés, ils ont retrouvé où? Dans la rébellion. Et donc, voilà pourquoi j'ai dit que si Vital Kamerhe a vécu toute cette situation que vous, toi-même, tu as étalé ici sur ton plateau, oui, je crois qu'il reste un pacifiste. Un pacifiste qui, comme l'a dit une fois le président de la République, un pacifiste qui se reconnaît dans la peau d'une personne qui a toujours un rôle et un grand rôle à jouer dans le développement de la République démocratique du Congo. Il reste un républicain. Voilà pourquoi il ne cède pas à des provocations parfois. Il ne cède pas à des trahisons. Il ne cède pas facilement à tout ce qui lui tombe dessus. Il tombe, il se relève et il continue la marche. Tant que dans son fort intérieur, il est convaincu qu'il n'a pas encore joué sa partition comme il entend la jouer, je crois que Vital Kamerhe restera pacifiste. Et il restera ces grands hommes politiques congolais républicains qui, malgré et quelles que soient les difficultés, quelles que soient les cabales, quels que soient les complots autour de lui, il ne cédera pas à la provocation ni à la trahison. Il restera congolais de souche, il restera ces citoyens congolais de très bonne qualité qui a toujours un rôle à jouer dans ce pays. Voilà. Après la démission de Vital Kamerhe, on va maintenant parler de profil. Qui devra remplacer Vital Kamerhe, d'après vous? Quel est le profil idéal? Les profils idéaux. Je vais, avant de répondre à cette question, rappeler d'abord que le poste, après la démission de Vital Kamerhe... Est-ce que ce poste-là revient d'office à l'INC? C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce que ce poste-là revient d'office à l'UNC? Moi, je peux répondre par non. Par non. Allez-y. Pourquoi je dis non? Non, pourquoi? Parce que si ce poste revenait obligatoirement à l'UNC, Vital Kamerhe ne serait pas passé par les primaires. Voilà, exactement. Par exemple. On sait que le président Vital Kamerhe, le président de l'Union pour la nation congolaise, était bien sûr le candidat du président de la République, du président ou de l'autorité des références de l'Union sacrée. Alors la question que je me pose, pourquoi l'autorité des références de l'Union sacrée ne s'était-il pas imposée pour empêcher que les deux autres candidats qui ont concouru dans le primaire avec Vital Kamerhe puissent se retirer, si le poste revient d'office à l'UNC? Mais je crois que oui, d'une part, le poste doit revenir d'office à l'UNC. Pourquoi? Parce qu'au sein du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale, c'est aussi une question de pesanteur politique. C'est une question de force politique. Aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, la première force politique, c'est l'UDPS, le parti du président de la République. Le parti dont est issu le président de la République. La deuxième force politique au sein de l'Assemblée nationale, c'est l'UNC. Le parti de Vital Kamerhe avec ses deux regroupements, AAUNC et AVK 2018. Les deux regroupements politiques de Vital Kamerhe. C'est la deuxième force politique au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, je crois que le président de la République, dans sa sagesse, avait si bien compris, parce que je suis issu de l'UDPS, président de la République. Donc, au niveau de l'Assemblée nationale, nous devons donner le perchoir à la deuxième force politique, ce qui revient d'office à l'UNC. Et donc, revenant d'office à l'UNC, je ne vois pas pourquoi nous étions passés aux primaires l'autre fois pour que Vital Kamerhe soit élu président
du bureau de l'Assemblée nationale. Oui. Alors aujourd'hui, on se repose la question, est-ce que le poste revient d'office à l'UNC? Oui et non. Oui, si on reste dans la logique de la force et de la représentation politique au sein de notre Parlement. Mais non, si on s'inspire de la jurisprudence qui a déjà été créée, où pour la première fois dans ces pays, un président de l'Assemblée nationale est passé par le primaire pour devenir président de l'Assemblée nationale. Et quel président de l'Assemblée nationale? Vital Kamerhe, le premier allié du président Félix Tshisekedi, et c'est lui avec qui ils ont cheminé et ils sont en train de cheminer jusqu'à aujourd'hui. Donc, mon analyse reste perplexe. Je me dis qu'en politique, tout est possible. Oui. La journée, vous pouvez parler notre langage, et le la soirée, vous le changez. langage change. Exactement. Et donc, surtout la politique congolaise nous surprend. Elle est très dynamique. Elle est tellement dynamique que vous pouvez vous entendre sur un sujet tout de suite là. Une fois que vous vous tournez les dos, le téléphone sonne et tout est revu. Et le sujet dont vous avez parlé n'est plus d'actualité. Bon, réfléchissons si le poste revient à l'INC. Qui vous voyez remplacer Vital Kamerhe? Il y a des noms qui sortent. On attend le nom du ministre Aimé Boji. On attend aussi le député national, Baudin Mayo. D'abord, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur un fait. Allez-y, je vais voir si on va se mettre Le d'accord. fait, c'est que le poste du président de l'Assemblée nationale ne peut pas rester vacant. Oui. Il faut qu'il y ait un remplaçant. Ça, c'est le premier fait. Donc, les deux membres du bureau qui ont démissionné doivent être remplacés. Et à l'Assemblée nationale, étant temple de la démocratie, et si bien sûr la démocratie continue bien sûr à y exister, nous devons passer par les élections pour remplacer ces deux membres du bureau. Mais là, dans l'opinion et dans la classe politique, on est sûr et convaincu que le poste doit revenir à l'Union pour la nation congolaise. Oui. Donc, le fait, c'est d'abord qu'on trouve normal. Ça ne doit pas être un fait anodin ou, je ne sais pas, une histoire créée de toutes pièces. Non, c'est normal qu'aujourd'hui, qu'il y ait des candidats qui commencent à se manifester pour occuper le poste vacant au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Mais pour revenir à la situation au sein de l'Union pour la nation congolaise, les deux personnalités politiques que vous avez évoquées ici, notamment son Excellence Aimé Boji Sangara et le député national Jean Baudouin Mayo Mambeke, sont des hautes personnalités politiques au sein de la famille politique de Vital Kamerhe. Oui. Et les deux ont présenté leur intérêt pour remplacer Vital Kamerhe ou reprendre les postes laissés vacants par Vital Kamerhe au niveau du perchoir de l'Assemblée nationale. Oui. C'est ce qui est légitime. C'est ce qui est légitime. Mais est-ce que Aimé Boji Sangara s'est prononcé officiellement? Je n'ai pas encore vu ça. Bien que dans les médias... On sait comment ça se passe. Bien que dans les médias... On connaît tous comment ça se passe. Bien que dans les médias, oui, on assiste à cela. Auprès des sources parlementaires, on nous informe qu'il y a bien sûr les députés qui apportent déjà leur soutien à Aimé Boji Sangara. Exactement. Tenez, mon analyse. Des membres du regroupement politique de Vital Kamerhe qui veulent reprendre les postes laissés vacants par Vital Kamerhe. Oui. Est-ce que le parti politique Union pour la nation congolaise s'est déjà prononcé sur quel candidat aligné? Je ne le pense pas. Mais est-ce que l'expression de ces deux membres de la famille politique de Vital Kamerhe est à analyser? Bon, moi je crois qu'ils se sont déclarés, ils ont leur liberté. Et ça sera une cuisine interne. C'est dans leur droit d'abord, en tant que personnalité politique, de se déclarer candidat à ces postes. Ça, c'est un droit qui leur est reconnu. Je ne vois même pas pourquoi
ça fait couler encre et salive. Au moment opportun, j'espère et je le pense, que dans leur famille politique, il y aura une cuisine interne pour lever une option. Et ça sera l'arbitrage de VK. Et ça sera l'arbitrage de VK d'abord au sein de sa famille politique, mais aussi celui de l'autorité des références de l'Union sacrée. Parce que les candidats qui va reprendre le perchoir de l'Assemblée nationale doit aussi être un candidat qui est dans l'optique et dans la phase de la vision de l'autorité des références de l'Union sacrée qui est le président de la République. Exactement. Donc je crois que le président de la République, au moment opportun, et le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, au moment opportun, ils se mettront ensemble sûrement pour lever une option à l'interne afin de porter un seul candidat au perchoir de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça sera Jean-Baudouin Mayoma-Mbeke? Est-ce que ça sera Aimé Boger Sangara? Les jours à venir nous en dira plus. Mais je ne crois pas que ce soit un débat de polémique, ou que ce soit un débat comme si on est en train de... Non, je crois que c'est un débat. C'est d'abord dans la pratique parlementaire. Ça existe, les postes sont vacants, on doit remplacer les gens à ces postes-là. Deux personnalités de l'UNC, des personnalités politiques éminentes de notre pays se sont prononcées pour se présenter à ces postes. Je crois que ce n'est ni la population qui va les élire, ils seront portés là par leur formation politique, par leur famille politique, l'Union sacrée, et ce sont les députés qui vont décider de qui va reprendre le perchoir après Vital Kamerhe. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous êtes en train de regarder Politique. Je rappelle que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Michel Kasanga. Je rappelle qu'il est journaliste parlementaire. Ensemble avec lui, on est en train de décrypter la situation de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, là, on a parlé de l'Assemblée nationale, de la pétition et la démission de Vital Kamerhe, mais aussi on a essayé de faire un petit tableau à le profil de celui qui devra remplacer Vital Kamerhe. Tout à l'heure, là, nous allons quitter l'Assemblée nationale pour nous rendre cette fois-ci à Bruxelles où le président de la République démocratique du Congo était devant le monde entier. Il a prononcé un discours qui a retenu l'attention de Congolais, mais également il a demandé, il a donné sa main au président de la République du Rwanda, Paul Kagame, enfin de faire la paix de braves, d'après ses dires. Monsieur Michel, c'était quoi votre réaction? D'abord, applaudir. Vous applaudissez? J'applaudis la posture du président de la République. C'est une posture républicaine et diplomatiquement très significative. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, ou au-delà de tout cela qui s'insurge contre ces discours prononcés par le président de la République, il y a un élément capital dont on doit prendre en compte. Et cet élément capital reste le retour de la paix en République démocratique du Congo. 30 ans que ça dure. 30 ans que ça dure. Et pendant le 5 ou 6 ou 7 ans du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si nous nous mettons aujourd'hui à commencer à faire la comptabilité des nombres de morts, de combien de nos soldats qui sont tombés au front, de combien de familles vivent aujourd'hui dans des camps de réfugiés dans des pays voisins, de combien des enfants sont orphelins parce qu'on les a séparés de leurs parents très tôt, de combien sont en attente de l'assistance humanitaire par la communauté internationale ou par la communauté nationale. Je crois que ce discours doit être salué et la posture du président de la République doit être applaudi. Et que dites-vous à tous ceux-là qui pensent que le président de la République, Félix Tshisekedi, a demandé pardon à Kagame indirectement? Ce n'est pas un pardon. Je leur dis que le président de la République n'a pas demandé pardon à Paul Kagame indirectement. Mais je comprends les réactions des uns et des autres. Parce que nous sommes dans un pays démocratique. C'est même ça la beauté de la démocratie. C'est pas pour rien qu'on nous appelle la République démocratique du Congo. C'est un pays où
Aujourd'hui, nous avons cette liberté de se retrouver sur ces plateaux, en train d'analyser et de décrypter, en train d'évoquer les propos tenus par nos autorités, par nos dirigeants, et essayer d'en sortir la profondeur de ce qui devait être dit ou ce qui n'a pas été dit. Chose qui ne se fait pas au Rwanda. Chose qui ne se fait pas au Rwanda. Oui. Voilà pourquoi nous sommes la République démocratique du Congo. Et donc, les avis des uns et des autres, moi, je les comprends. Ceux qui disent que le président de la République s'est incliné devant Paul Kagame n'ont pas tort. Parce que, il y a quelques années, il y a quelques mois, nous savons tous quel discours tenait notre président de la République. Il était sur une ligne diplomatique ou une ligne de front où, sur le plan rhétorique, nous avons notre rhétorique. C'était l'attaque directe, faire la guerre, par tous les moyens, c'était notre rhétorique à nous. Mais après, est-ce que ça nous a apporté des fruits? Je crois que non. Est-ce que, à cause de tout ce que nous avons prononcé comme discours hostile envers Kagame, envers le Rwanda, la guerre a cessé à l'est de la République. Que faire maintenant? Est-ce que nous avons récupéré nos terres qui sont occupées aujourd'hui par un groupe rebelle soutenu par le Rwanda? Est-ce que la population aujourd'hui qui n'a pas accès, un monsieur et une dame qui avait un compte en banque avec autant d'argent dessus, aujourd'hui il n'a pas accès à son argent parce qu'il est dans une zone où les banques ne fonctionnent pas. Est-ce que nous avons réussi à changer cette situation-là? Rapidement, dans ces cas, on fait quoi? Et je crois que le président a compris. Et le président n'a pas seulement compris les cris de cette population-là qui est en train de souffrir aujourd'hui. Mais le président a aussi compris le point de vue d'une certaine opinion. Qu'il les suppliait et qui continue à les supplier de tout de suite parler avec le président du Rwanda, Paul Kagame, afin que ces derniers puissent arriver à trouver des solutions communes afin que la paix puisse revenir en République démocratique du Congo. Que faudrait-il faire? Il faudrait passer par les dialogues. Je vais prendre une phrase du discours du président de la République, où il dit, nous sommes, il regarde Paul Kagame. Paul Kagame, c'était en face. Nous sommes, nous deux, nous sommes le seul capable à mettre fin à cette guerre. Donc le président de la République a compris qu'au-delà de la médiation, au-delà des Qatar, au-delà des Doha, au-delà de Washington, si il y a une volonté manifeste dans les chefs de Paul Kagame, et lui a déjà manifesté sa volonté de mettre fin à ces hostilités, le président Félix Tshisekedi. Mais il est en train d'inviter son homologue Paul Kagame à se ressaisir et manifester aussi cette volonté afin que les deux se mettent ensemble pour mettre fin à cette situation qui traverse nos populations à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, cette opinion qui pense que le président de la République a demandé pardon au président Paul Kagame, je pense que non. Mais le président de la République a compris que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui demande et veut à ce que ces deux-là, Paul Kagame et le président Félix Antoine Tshisekedi, se parlent sincèrement afin que nous puissions recouvrer la paix et que la population qui vit à l'est de la République démocratique du Congo, la population qui s'occupait librement des champs, des élevages, des laits, des maziwa, que cette population reprenne sa vie normale et que la paix durable s'installe une fois pour toutes et que la République démocratique du Congo pense à son développement et non à guérir ses plaies. Voilà un peu la posture que je salue du président de la République. Mais aussi cette opinion qui applaudit les discours du président de la République. Exactement. Je la comprends également. Parce que ce n'est pas facile, cher Gaston. Vous savez, les gens pensent que vous devenez président de la République aujourd'hui et vous héritez de tous ces problèmes qu'a hérité Félix Antoine Tshisekedi. Comme un claquement des doigts, vous résolvez un claquement des doigts, vous résolvez tous les problèmes. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Il y a des mécanismes à mettre en place. La paix est un processus. Et ce processus part de quelque part. Ça peut partir même du pardon. Demander pardon n'est pas un signe de faiblesse. Reconnaître ses erreurs n'est pas un signe de faiblesse. Par contre, c'est un signe de grandeur.
Et lorsque nous arrivons au point où nous nous rendons compte que ça fait autant de mois, ça fait autant d'années, ça fait autant de décennies qu'une partie de notre pays ne vit pas, qu'une partie de notre pays c'est considéré comme si on les a abandonnés, comme si on les ignore. Il faut qu'on se repose des questions et qu'on revienne à la table de discussion pour qu'on lève des options qui vont faire que la paix soit le seul maître mot pour que le développement de la République démocratique du Congo soit au rendez-vous. La table de négociation, on parle de dialogue. Effectivement, le dialogue doit demeurer un cadre permanent pour une nation afin de résoudre nos problèmes. Que ce soit sur le plan interne, combien de dialogues la République démocratique du Congo n'a pas organisé pour trouver la paix dans la partie est de la République? Et tous ces dialogues nous ont toujours amenés à quelques solutions, même si ces solutions n'ont pas été des solutions définitives. Oui. Mais ces dialogues nous ont quand même apporté une certaine possibilité d'amorcer les problèmes ou les vices du problème, de desserrer un peu le vice du problème. Je vais parler par exemple, je vais évoquer par exemple je vais prendre l'exemple du dialogue de la SENCO. Oui. C'est grâce à ces dialogues que nous avons balisé les chemins de l'alternance politique au sommet de l'État dans ces pays. Mais je vois aujourd'hui les gens crier et dire nous avons organisé autant de dialogues, et ça nous a amené à quoi? On se partage les pouvoirs. Mais comment avoir à ces dialogues-là de gens autour d'une même table, les gens qui ont le sang des Congolais entre leurs mains? Le président de la République n'est pas contre les dialogues. Et moi, je suis contre cette opinion qui pense que le président de la République a dit qu'il est contre les dialogues. Peut-être c'est les formats. Le président Tshisekedi n'est pas contre les dialogues, mais il a son format du dialogue qu'il veut. Il ne veut pas les formats des gens qui ne condamnent pas les Rwandais. Par exemple, des gens qui ne condamnent pas les Rwandais, de prêtres, les CC, la SENCO. Il ne veut pas de ces dialogues-là, de ces formats-là, que ces prêtres-là, ou encore ces gens-là, sont en train de proposer. Mais lui a son... Il a déjà un format. Il l'a dit, il veut du dialogue. Mais pas avec ceux qui ne condamnent pas les Rwandais, pas avec ceux qui viendront faire leurs intérêts. Il veut un dialogue de Congolais, vraiment des Congolais. Et là aussi, moi, j'ai une analyse à faire. Allez-y, rapidement. J'ai une analyse à faire. Je salue, moi, le fait que le président de la République veut les dialogues. Qu'il mette en place le système de son dialogue, ça aussi, ce n'est pas un problème. Oui. Mais ce que nous devons aussi relever ici sur ces plateaux, c'est que, c'est quoi le dialogue? On va dialoguer qu'avec quelqu'un qui ne partage pas le même point de vue que nous. Oui. Parce qu'on se met autour d'une table pour échanger autour de points de vue différents afin que nous puissions nous mettre ensemble, tracer une même ligne et cheminer ensemble. Et donc, il ne faut pas qu'on pense qu'écarter ceux qui ne partagent pas le point de vue du régime serait une bonne chose pour les régimes et pour arriver à recouvrer ce que nous sommes en train de rechercher. Non, je ne crois pas. Parce que les vrais dialogues, en réalité, c'est avec ces gens-là. Pour trouver la solution durable. Pour trouver la solution durable. Oui. Je l'ai dit et je le répète ici. Le président de la République a déjà retourné plusieurs situations en sa faveur dans ces pays depuis qu'il est arrivé au sommet de l'État. On a vu à l'époque FCC Cash. FCC Cash. Comment le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est retrouvé président de la République sans majorité parlementaire. Il a déboulonné les systèmes. Il a déboulonné les systèmes et il a une majorité parlementaire acquise à sa cause aujourd'hui. Comment a-t-il fait? C'est un stratège, n'est-ce pas? Comment le président de la République, vous allez vous rappeler que lors du déboulonnement du système, le président de la République, je ne sais pas comment il a fait, mais on a vu les gens, le père plus âgé, le vieux plus âgé que la République démocratique du Congo, tenait
des pancartes, ne touchez pas à Mabunda, ne touchez pas à Je me rappelle encore de ça, mais vous vous rappelez de tous oui. ces gens, Oui. je dis bien plus âgés que la République démocratique du Congo. Pas D'abord Mobutistes, Kabilistes, Joseph Kabiliste. Aujourd'hui, ils sont devenus plus Tshisekediistes que Fils Moukoko. Ils sont devenus plus Tshisekediistes aujourd'hui que Yves Boukoulou. Vraiment. Ils sont devenus plus Union Sacrée aujourd'hui que Vital Kamerhe, qui a cheminé avec Ensemble avec le président de la République. Félix Tshisekedi jusqu'à ce jour. Comment le président de la République Et il semble être le protégé du pouvoir. Comment a-t-il fait pour que ces personnes, hier hostiles au régime, hier contre lui, hier ils ont battu campagne pour les candidats, Emmanuel Ramazani Chadari, pour Moïse Katumbi, pour les uns et les autres. C'est ça que vous ne comprenez Mais pas. aujourd'hui, ces derniers sont plus tshisekidistes que tous ceux qui ont attrapé des balles, tous les combattants de l'UDPS, tous ceux qui ont avalé des gaz lacrymogènes. Donc, on reconnaît en Félix Tshisekedi une certaine capacité de retourner des situations défavorables à des situations favorables pour lui, n'est-ce pas? Mais pourquoi aujourd'hui, il doit éviter à dialoguer avec ceux qui défendent les intérêts de l'agresseur? Parce qu'il est capable de changer les avis de ces derniers. Comme il avait changé celui-là où vous faites. Et voilà. Voilà pourquoi je fais allusion à ces derniers. Donc les gens qui sont autour du président de la République... Vous avez dit qu'il est plus âgé que la République démocratique du Congo? Mais il y a des personnes plus âgées que la République démocratique du Congo, vous ne savez pas? Oh non, moi je... Au sein de l'Union sacrée. Moi je ne le connais pas. Au sein de l'Union sacrée, il y a Le des plus gens âgé? plus âgés que la République démocratique du Congo. Oh, Le plus vieux de l'Assemblée nationale à quel âge? oh c'est pas possible. Le député plus âgé de l'Assemblée nationale à quel âge? Malheureusement, c'est pas vous qui posez des questions. Ah, Mesdames et voilà. messieurs, J'ai juste évoqué le oui. député âgé de l'Assemblée nationale est au-delà de 83 ans. Je peux citer son nom tout de suite là, je cite quand même son nom. Mesdames et messieurs, Et la République démocratique du Congo à quel âge? je ne réponds pas à vos questions. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, vous êtes en train de regarder Politis. Nous sommes en train d'atterrir petit à petit. Nous prenons notre dernier sujet. Nous allons partir à Nairobi. Nairobi, Kenya, en tout cas, moi je me demande qu'est-ce qui se passe. Kenya, c'était, on a vu le mariage INC, IDPS. On nous a sorti les caches. C'était à Nairobi. Nairobi, on a vu le rebelle, c'est lui qui réclamait les carrières miniers, Gordon Nanga. Il a créé AFC à Nairobi. À Nairobi, on a aussi vu l'ancien président de la République condamné à mort par la justice congolaise s'être entouré par deux opposants pour créer ce qu'ils appellent son vent la RDC. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Que pensez-vous de cette rencontre? Tout d'abord, tu sais, cher Gaston, j'aime bien lorsque nous analysons et que nous tenons toujours compte de nos lois et surtout de notre constitution. Oui. Tout de suite, je vais dire que je salue d'abord cette rencontre de Nairobi. Vous saluez cette rencontre? Oui. Oh, Tout de ok. suite. Allez-y. Pourquoi? Parce que c'est une rencontre qui est reconnue par nos lois. Ok. C'est reconnu par nos lois. Ok. La constitution permet aux politiciens, De se que rencontrer. ce soit les opposants, Même que au ce soit- ciel, ils peuvent se de rencontrer par-ci, par-là. échanger par-ci par-là. Donc, la Ils peuvent se rencontrer même avec le diable La aussi. liberté de se rencontrer, Oui, la oui. liberté de changer, la liberté de se voir, je ne sais pas où, de circuler même. Donc, tant que cela s'inscrit dans la ligne droite de nos lois et de notre constitution, tout de suite, moi, je salue d'abord. Et je salue aussi l'attitude de notre gouvernement, qui n'a pas empêché à certains de se rendre dans cette réunion de l'opposition. Il y en a qui sont partis de Kinshasa. Mais ils sont partis, la question qu'on se pose, est-ce qu'ils vont rentrer? Nous allons arriver là. Nous allons arriver. C'est la question qu'on Donc, se pose. j'ai salué aussi l'attitude du gouvernement qui a Oui. permis à ceux-là qui voulaient aller assister à cette réunion de partir sans être inquiétés. Et ils sont partis, ils sont sortis par nos frontières, ils se sont retrouvés là-bas. Et ça, c'est l'attitude démocratique à saluer du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce sont ces valeurs que nous devons continuer à préserver et saluer. Parce que hier, ces mêmes opposants qui se sont réunis, hier ils disaient on est muselés, on est traqués. Mais
Mais ils sont partis sans être traqués, sans être muselés. Ils sont sortis par l'aéroport d'Indjili, par je ne sais pas où, en bonne et due forme, ils se sont rendus à une réunion de l'opposition. Ça, c'est une attitude à saluer pour notre pays et pour notre démocratie. Et j'encourage le président de la République et les gouvernements à demeurer sur cette voie. Maintenant, nous entrons dans les vifs Du sujet. du sujet. La réunion de l'opposition autour de Joseph Kabila. Oui. À Nairobi. Nairobi. J'ai rappelé les faits ici. Nairobi. Maman Biliabel a chanté Nairobi. Oui. Il faudrait qu'on fasse quand même un effort d'aller interroger notre Maman Biliabel. Biliabel. Pourquoi elle avait chanté Nairobi? Oui, oui. Pour moi, Nairobi nous révèle beaucoup de choses. Exactement. Moi, mon inquiétude, je suis inquiet. Et mon inquiétude par rapport à cette rencontre des opposants autour de Joseph Kabila à Nairobi, ce n'est pas le fait qu'ils se soient rencontrés. Ils sont libres de se rencontrer. Mais c'est le fait que je suis en train d'observer les réactions dans l'opinion publique et dans la classe politique congolaise, les réactions de plaisanterie. J'ai comme l'impression qu'on ne prend pas au sérieux cette rencontre des opposants autour de Joseph Kabila à Nairobi. Premier point. La plupart de ces opposants qui se sont retrouvés à Nairobi sont en exil. La plupart. Dans différents pays. Comment ont-ils obtenu des visas? Ils se sont déplacés librement pour venir se retrouver à Nairobi. On a été surpris de voir l'ancien Premier ministre sortir du pays alors qu'il était condamné. Personne ne savait où il s'est trouvé, mais on l'a vu, à Nairobi. Et ils se sont réunis sans être inquiétés. Et alors que pour la plupart, ils sont en exil. La plupart sont des condamnés de justice. La plupart sont... ils ont fui parfois la justice de leur pays. Mais on les a tous vus, sans être inquiétés, se réunir à Nairobi autour de l'ancien président de la République. D'un autre condamné. D'un autre condamné. Joseph Kabila. Ça, c'est le premier élément qui m'inquiète. Le deuxième élément qui m'inquiète. Et le dernier, on est en train de chuter. Souffrez, je vais vraiment conclure très rapidement. Allez-y. Nairobi. Qui est ou qui sont derrière les MSR? Mouvement. Ils ont appelé ça comment? Mouvement de... Sauvons Mouvement Sauvons la RDC. La RDC. Qui sont derrière ces mouvements? Ce sont là les questions que nous devons nous poser. Et pourquoi tout mouvement qui, soit, après va venir déstabiliser les institutions en République démocratique du Congo, soit après va venir causer des torts au sein ou sur les territoires de la République démocratique du Congo, part toujours de Nairobi. Vous l'avez vous-même rappelé. L'AFC, Nairobi. On va poser la question à Maman Biliabel. Aujourd'hui, sauvons les Congo, la RDC, Nairobi. Que nous cache Nairobi? Ce sont là les vraies questions que nous devons... Est-ce que Nairobi n'est pas le Rwanda bis? Est-ce que Nairobi n'est pas le Rwanda bis? Nairobi est plus que le Rwanda bis. Nairobi est plus que le Rwanda bis. Il ne faut pas minimiser son adversaire. Lorsque j'ai écouté, quand j'ai suivi la réaction du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, j'étais écœuré de comprendre que apparemment le gouvernement n'est pas en train de prendre cette question au sérieux. Exactement. Alors que nous devons prendre cette question au sérieux. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je vais chuter par là. Oui, chuter. Lorsque je regarde Nairobi, je regarde les réactions du gouvernement à travers son porte-parole, Patrick Mouyaya, qui a réagi. Je regarde les réactions à travers le VPN de l'intérieur, Jacques Menchabani, qui a réagi.
Je suis en train Jusque-là, de ressasser un peu l'histoire. Madame Thérèse Kayukwamba ne réagit Non, elle n'a pas encore sur le plan réagi. diplomatique, Elle même n'a pas de encore- mesures Mais contre par le contre, j'avais Kenya. salué par contre la réaction du ministre de l'Intérieur sur la radio Top Congo qui dit nous attendons les conclusions de leur réunion pour les analyser. Ok. Ça c'est très fort. Ça, très c'est capital. important. Ça c'est important. Oui. Il faut analyser point par point de leurs résolutions de cette rencontre. Mais j'ai dit que je ressasse un peu l'histoire parce que la réaction du porte-parole du gouvernement m'a apparu une réaction vulgaire. Une réaction vulgaire. Vulgaire. Ah. Et je me retourne vers le passé. Je suis en train d'observer la situation de Bunagana. C'était presque, Vous vous rappelez de Bunagana? la même chose. Hein. Bunagana occupé, on sonne la sonnette d'alarme et le gouvernement a pris cela comme si c'était une blague. Et aujourd'hui, nous sommes à Doha en train de discuter avec ceux qui hier pouvaient quitter Bunagana si on avait tout de suite réagi face à cette situation. Et donc, la situation des Nairobi. On nous avait même doit nous interdit. préoccuper. On nous avait même interdit d'en parler. Hein. On nous avait même interdit d'en parler. On nous a dit la ligne rouge, c'est Goma. Ah non, mais comment un Bien sûr. territoire de la République démocratique du Congo occupé, Oui. au lieu de décider tout de suite de déclarer ces territoires comme ligne rouge, vous décidez de placer votre ligne rouge à Goma. Et les rebelles ont progressé jusqu'à aujourd'hui nous retrouver dans la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Et je rappelle encore ici Oui. que lorsque Bunagana a été occupé, Corneille Nangaa était encore ici, à Kinshasa, et il parlait matin, midi, soir, il louait le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il n'était pas encore rebelle. Et donc, cette situation de Nairobi, Pour finir. tout ce que nous sommes Pour en finir. train, Oui, pour nous finir. devons prendre ces situations au sérieux. Ok. Évitons de penser que ces gens se sont réunis pour se dire bonjour ou pour nous montrer leurs belles cravates ou, je crois, les costumes qu'ils portaient. Non. C'est une Prenons cette rencontre situation dangereuse. Hein. Au sérieux, Oui. c'est une rencontre qui peut paraître demain très dangereuse si nous ne prenons pas de mesures tout de suite. Surtout que cette rencontre s'est tenue à Nairobi. À Nairobi, il faut le préciser. Hein. À Nairobi. On va poser la question à Mama Biliabel. Pourquoi elle avait chanté Nairobi? Nairobi. Mama Biliabel, Très capital. on va aller vous chercher. Hein. Voilà. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission Politis, mais la tradition veut que vous vous comportez en arbitre, vous donnez 2 cartons rouges. Allez-y, rapidement. Des cartons rouges. Expliquez-moi. Vous vous comportez en arbitre, vous regardez la classe politique, c'est là qui, par exemple, gère très mal les pays. Vous donnez des cartons rouges. Vous en avez 2. Par exemple, vous choisissez qui? Je n'ai que 2 cartons rouges. 2 cartons rouges. Hein. Tout de suite, je vais donner à ces rassemblements qui s'est formé à À Nairobi. Donc le premier carton rouge va direct vers ces rassemblements qui s'est formé à Nairobi. Parce Deuxième. que ces derniers étaient aux affaires dans ces pays. Et aucun Congolais n'oubliera ce que nous avons subi ou ce qu'a été leur gestion. Alors, ce n'est pas aujourd'hui, en lieu et place, de reconnaître là où vous avez commis des erreurs et revenir apporter votre expérience à ce que l'édifice qui est notre nation, la République démocratique du Congo, Oui, les l'unique derniers. et cette nation qui nous appartient à tous, Les derniers cartons rouges, rapidement. mais eux se liguent aujourd'hui contre ces pays. Je crois qu'ils méritent ces cartons rouges. Les derniers. Les derniers cartons rouges, je vais les donner aux ennemis de la paix. Ok. Ils sont partout. Autour du président de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, à la primature. Je n'ai pas dit madame la première ministre, j'ai dit à la primature. Même un huissier peut être ennemi de la paix. Hein. Exactement. Et donc, le deuxième carton rouge, je le donne à tous les ennemis de la paix. J'interpelle ces derniers et je leur demande Et votre mot de la fin aussi. de hein, bien rapidement. vouloir se ressaisir. Vous, ennemis de la paix, la République démocratique du Congo a souffert. Le peuple congolais a longtemps souffert. Et la population de l'Est en a assez. Il est temps
que tous nous puissions contribuer au retour de la paix durable dans notre pays. Il est temps que nous tous nous puissions nous mettre ensemble pour prôner le développement de notre pays et non la division. Il est temps enfin que nous puissions nous mettre ensemble pour bâtir l'unité. Pas l'unité des façades, mais l'unité qui va donner à notre nation, la République démocratique du Congo, la force et le pouvoir de parler demain développement et non querelle politique et politicienne. 10 secondes, un petit mot pour Politis. L'émission qui vous a reçu. Je crois que c'est parmi les meilleures émissions politiques aujourd'hui, dans notre sphère médiatique. Je félicite les responsables de ces médias. Je vous félicite, vous, journalistes, cher Gaston. Merci beaucoup. Je félicite toute l'équipe, en partant de l'équipe technique jusqu'à l'équipe rédactionnelle, l'équipe dirigeante. Je vous félicite parce que je ne m'attendais pas à me retrouver dans un si beau cadre et face à un journaliste de qualité tel que je vous découvre aujourd'hui. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez suivi votre émission politique. Je rappelle que nous avons eu le plaisir de recevoir monsieur Michel Kassanga, avec qui on a parlé de la situation générale de la République démocratique du Congo. Comme j'ai l'habitude de le dire, si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à toute l'équipe technique de m'avoir accompagné. On va se retrouver la semaine prochaine, si Jésus ne revient pas, avec un autre invité et d'autres questions de la République démocratique du Congo. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Félicitations. Merci.